sécurité. Et je dirais deuxième. Deuxième, pourquoi? Parce que nous sommes à la deuxième édition où nous avons pu rassembler les trois programmes Civic Leadership, Business Entrepreneurship et Public Management pour cette activité transversale de paix et sécurité. Nous aborderons cette thématique sous un angle assez particulier. Et vous allez me permettre, en introduction, d'introduire tout aussi Madame Ao pour mieux vous planter le décor de cette matinée. Alors bonjour à vous tous et à vous toutes. Bonjour aux quelques invités qui ont bien voulu se joindre à nous pour cette matinée. L'un est un civil du Bastan qui travaille sur les questions de paix et de sécurité et qui est un homme de terrain, un homme de médias. Donc il va nous aider tout à l'heure. Vous avez vu sur le programme, il y a un film qui va nous aider à décrypter un film avec le colonel Hatch, qui lui aussi est un habitué du terrain, mais dans un autre sens. C'est un colonel à la retraite, on vous le présentera tout à l'heure. Et moi, je l'ai connu parce que je pense que c'est au fait d'armes, c'est d'avoir été au Rwanda. Et je pense que comme nous tous qui avons fait tout et toutes qui avons fait le Rwanda, ça nous a marqué pour la vie. Donc, pourquoi c'est important, ces matinées de paix et sécurité? Comme on vous l'a dit, au départ, c'était une idée du programme de la filière engagement citoyen. Vous êtes tous d'accord pour engagement citoyen? Oui. Bon. Il paraît que c'est civic leadership. Donc, on avait eu cette idée parce qu'il nous semblait que vous tous, vous venez de pays où il y a un certain nombre de problèmes qui se posent. On a parlé de problèmes de gouvernance. Nous voyons les élections aujourd'hui qui très souvent conduisent à un certain nombre de conflits, à de l'insécurité. Euh, et ça, je pense que ça concerne beaucoup aussi public management. Nous avons vu des États qui ne sont pas capables en termes administratifs, en termes de services publics, de couvrir l'ensemble du territoire. Et nous voyons comment tous ceux qui sont les tenants de l'extrémisme violent, voire du terrorisme, profitent de ces situations, profitent de l'absence de l'État, profitent du manque d'emploi des jeunes pour recruter et pour créer une insécurité totale. Donc, que ce soit pour public management, que ce soit pour business, si vous n'avez pas de responsabilité sociétale des entreprises, si ceux qui viennent exploiter les richesses de l'Afrique pillent l'Afrique et laissent les populations dans un état de sous-développement chronique, vous aussi, vous êtes concernés par cette question de paix et de sécurité. Et c'est la raison pour laquelle, après quelques sessions avec Civic Leadership Engagement Citoyen, il a été décidé d'ouvrir ce programme, cette matinée de paix et sécurité, à vous tous, toutes de y aller. Donc, ce qui va se passer, c'est que nous vous demandons vraiment de participer. Ça sera autour du thème du cyberespace, de la cybersécurité, avec Mme Ndeye Maïmouna Diop, qui va nous faire un exposé. Vous pourrez par la suite lui poser des questions, mais ayant expliqué un peu la genèse de cette matinée paix et sécurité, je vais laisser Brice reprendre son chapeau de modérateur. Voilà. Merci Madame Ao. Tout à l'heure, nous avons commencé avec de la musique, avec une ambiance assez festive, en plantant ce décor de joie et de gaieté. Et tout en sachant pertinemment qu'à quelques heures de vol d'ici,
tenir le micro? Oui, c'est bon, ça va mieux. Donc, je voudrais d'abord remercier Yali d'avoir bien voulu associer l'Internet Society à cette matinée paix et sécurité, et surtout à cette formation des leaders. Alors, j'ai eu un peu à travailler avec le projet Yali au début du projet, quand j'étais à la Sonatine. Je connais un peu le projet et je voudrais vous féliciter aussi d'avoir été sélectionné parce que c'est pas évident d'être là. Et vous dire qu'il faut profiter de cette formation-là parce que l'Afrique a besoin de leaders. Et je suis très contente de voir qu'il y a des dames aussi. Je regarde toujours le volet genre quelque part. C'est ancré en moi. C'est important que les femmes participent parce que c'est la donne qui va changer le continent. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, avant de démarrer, je voulais d'abord poser une question. Qui connaît ici Internet Society? Bon, d'accord. Bon. Une seule personne connaît Internet Society. Alors, Internet Society, c'est quoi? C'est en fait l'association des utilisateurs de l'Internet. Donc, vous êtes tous membres sans le savoir. C'est juste que vous n'êtes pas officialisés. Donc, prenez le temps d'aller sur isoc.sn, ISOC, Internet Society, le chapitre sénégalais, et d'adhérer en tant que membre. C'est une association à but non lucratif et qui travaille beaucoup dans la partie technique, mais de plus en plus dans la partie sociétale et la sécurité de l'Internet. Donc, je vous invite à rejoindre le chapitre sénégalais ou un autre chapitre si vous êtes dans un autre pays. Les chapitres existent dans beaucoup de pays. Presque tous les pays ont un chapitre. Donc, rejoignez votre chapitre et en tant que leader, vous avez votre mot à dire et en tant que leader, vous avez quelque chose à donner au chapitre. Donc, le chapitre sénégalais existe depuis 1997. Je pense que c'est un des plus vieux chapitres d'Afrique. Et on compte à peu près 800 membres, dont 400 qui sont actifs, on va dire actifs entre guillemets, qui lisent les mails, etc. Et puis un bureau de 15 personnes qui veillent à ce que l'association puisse continuer à faire des activités. Donc, vous dire au nom donc, du comité directeur, tout le plaisir que ISOCA d'être associé. Donc aujourd'hui, quand j'ai regardé les termes de référence, je me suis rendu compte que cette problématique est d'actualité et d'une grande actualité aujourd'hui. Parce que les enjeux du cyberespace, espace sans frontières, on va dire aujourd'hui c'est la psychose de tous les gouvernements, mais aussi de tous les individus. Aujourd'hui, vous avez tous, je pense, qui n'a pas accès à Internet ici? Tout le monde a accès à Internet. Donc tout le monde est concerné. Ça devient un problème mondial et un problème individuel. Et c'est là la problématique. Et le cyberespace joue un rôle capital dans tous les aspects de notre vie. Vous ne pouvez pas vous lever si vous n'avez pas de connexion à Internet, c'est comme si vous manquez quelque chose. Moi, j'arrive à me déconnecter une semaine. Rien. Et ça fait du bien. Il paraît que ça devient un luxe maintenant d'être déconnecté. Donc, c'est de la responsabilité d'un grand nombre d'acteurs. Internet aujourd'hui, on parle de multiparties prenantes. Ce n'est pas l'affaire des gouvernements, ce n'est pas l'affaire du secteur privé, ce n'est pas l'affaire de la société civile, c'est l'affaire de tout le monde. Et chacun dans son domaine doit le rendre plus fiable, plus sûr et plus stable. C'est les trois dimensions aujourd'hui, la sécurité, la confiance et la stabilité. Alors, Internet aujourd'hui, d'après Internet WorldSat de juin 2019, on a en Afrique une population de 1,320 milliard et quelques utilisateurs de l'Internet, soit 17%. Non, on a une population de 1,320 milliard, soit 17% de la population mondiale. Parmi ces 1,320 milliard, il y a 521 millions d'utilisateurs de l'Internet, avec un taux de pénétration de 39,5%.
Ça, c'est les chiffres. Cependant, quand on regarde ça, on se dit, ouais, on n'est pas très connecté, mais il faut regarder le chiffre qui suit, c'est la croissance. Entre 2000 et 2019, l'Afrique a fait un bond de 11 454% en termes d'utilisation d'Internet. 11 000. Il n'y a pas un autre continent qui a fait ça. Mais je pense qu'il n'y en aura pas. Donc au Sénégal, puisqu'on est au Sénégal, même si on parle Afrique, au Sénégal, on est à peu près 10 millions d'abonnés sur Internet, avec un taux de pénétration de 68,49%, selon la RTP au 31 mars 2019. Alors, pour les leaders, pour les utilisateurs, la question en général qu'on se pose, c'est qui dirige Internet? C'est un réseau mondial, d'accord? Mais bon, qui dirige Internet? Et si on répond à cette question, là, on a une bonne visibilité de comment gérer le cyberespace. Et je vous pose la question, à votre avis, qui gère Internet? Oui? N'oubliez pas de vous présenter et d'être le plus bref possible. Merci. Oui, bonjour, je suis Eklo Alphonse du Togo, qui gère Internet. Je crois la réponse la plus simple, c'est ceux qui l'ont créé, c'est-à-dire les Américains. Est-ce que quelqu'un a une autre opinion? Allez-y. Merci, je suis Ndoumbe Tchatchouyanik du Cameroun. Je crois que ce sont les États qui gèrent Internet individuellement parce que c'est un espace dématérialisé. Alors, on a les Américains, les États. Quelqu'un d'autre? Bonjour, c'est Mme Bintoundour du Sénégal. Je pense que nous tous, nous gérons l'Internet. Au moment où tout ce que nous voulons faire sur l'Internet, nous le faisons. Donc, nous tous, nous gérons l'Internet. D'accord. Donc, on a les Américains, les États, les individus. Une dernière réponse. Bonjour tout le monde. C'est à la personne de Diakité Droussa du Mali. Pour aborder dans le même sens que les précédents, je vais dire l'Internet est géré plutôt par les sociétés de télécommunications parce que généralement on s'enquérit des forfaits auprès de qui nous permet de faire les activités sur les réseaux sociaux. Merci. Merci. Donc, on a un peu une panoplie de réponses. Je ne vais pas dire que tout le monde a raison, mais tout le monde a un peu raison. Alors, parce que pour répondre à cette question, il faut d'abord se poser la question de savoir comment marche Internet. C'est en répondant à la question comment marche Internet qu'on va savoir qui gère. Comment ça marche Internet. Alors, Internet, c'est quoi? C'est un réseau de réseaux. Et pour que l'Internet marche, qu'est-ce qu'il faut? C'est des infrastructures, il faut des services et il faut surtout des protocoles. C'est technique, les protocoles. C'est comme, on va dire, des règles qui vont dire à chaque constructeur de matériel, voilà comment il faut faire ton matériel pour que tout le monde puisse l'utiliser. D'accord? Donc, c'est un réseau basé sur un protocole qui est le TCP/IP. Donc, oubliez TCP/IP, c'est juste le IP qu'il faut prendre. Internet Protocol. D'accord? Alors, cet Internet Protocol marche comment? Donc, on dit une machine ou n'importe
n'importe quoi maintenant. Même mon fils, je pense, je vais lui mettre une adresse IP. Pour parler à quelqu'un d'autre, un objet peut parler à un autre objet, parce qu'on est dans les objets maintenant, s'il a une adresse. Donc les adresses IP, c'est la base de l'Internet. L'Internet marche parce que les machines se parlent ou les objets se parlent. Et les objets se parlent sur la base, leur langage, c'est des adresses. Chacun a une adresse et chaque objet a une adresse et chaque adresse peut parler à une autre adresse. Ça s'appelle du routage. C'est comme si vous tracez des routes et après, les véhicules qui passent, vous les immatriculez. Donc les véhicules qui sont immatriculés peuvent passer parce qu'on les reconnaît. Ceux qui ne sont pas immatriculés ne peuvent pas passer parce qu'on ne peut pas les voir. Donc l'identifiant sur Internet, c'est l'adresse IP. Alors, qui a ce pouvoir-là de gérer les adresses IP? Le premier intervenant a parlé du gouvernement américain. Évidemment, ils ont créé l'Internet qui, de base, était un réseau universitaire. C'est un réseau universitaire qui est devenu aujourd'hui le centre névralgique de l'économie mondiale. Donc, pour savoir qui gère Internet, il faut savoir qui gère les ressources de l'Internet. Et les ressources de l'Internet sont principalement les adresses IP, mais comme on est des humains et qu'on a du mal à retenir que pour cette chaise-là, c'est 8.1.2.3.4, l'autre c'est machin, on a les noms de domaine. Les noms de domaine. Donc, une autre ressource, c'est les noms de domaine. Les noms de domaine, c'est une hiérarchie, il y a la racine. Donc là, on revient aux infrastructures, il y a des racines. Et puis, il y a des domaines de premier niveau, c'est les top level domaines, .sn, .com, .org, .machin. Et puis, les sous-niveaux. Là, les États interviennent, parce que chaque État est souverain et gère normalement, parce qu'il y en a des États qui ne gèrent pas leur domaine national, le .sn, normalement, est géré par un organisme accrédité par l'État du Sénégal. Le .ml du Mali, le .ma de Mauritanie, le .mg de Madagascar, pareil. Donc là, on revient sur les États. La responsabilité des États. Les opérateurs, vous avez parlé des opérateurs qui, eux, sont les fournisseurs d'accès. C'est eux qui vous donnent l'accès, sinon vous ne l'avez pas. Donc, le end-user que je suis se connecte chez l'opérateur et c'est l'opérateur qui se connecte chez un autre opérateur jusqu'à ce qu'on arrive au réseau mondial. Donc, c'est une chaîne de valeur. Et c'est important aujourd'hui que, en tant que leader, vous compreniez cette chaîne de valeur pour pouvoir savoir qu'il y a des pouvoirs aujourd'hui qui sont gérés hors de l'Afrique, mais où les Africains sont partie prenante. Parce que l'organisation mondiale qui gère les adresses IP et les noms de domaine, il s'appelle ICANN, I-C-A-N-N, Internet Cooperation for Assigned Name and Numbers. Le name, c'est le nom de domaine, et le numbers, c'est les adresses IP, mais aussi c'est d'autres, on va dire, des outils dont on a besoin pour que l'Internet marche. L'ICANN gère aussi les serveurs racines. C'est quoi un serveur racine? C'est que c'est les serveurs de base de l'Internet. Quand vous faites, par exemple, yali.sn, après le SN, il y a un autre point. C'est celui-là, la racine. C'est une hiérarchie. Vous avez .sn, yali. Niveau 0, niveau 1, niveau 2. Le niveau 0, c'est les racines. Et ICANN gère aussi les serveurs racines. Il y a 13 serveurs racines dans le monde. Et malheureusement, il n'y en avait pas en Afrique, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des miroirs. C'est comme si on avait des serveurs, parce qu'on est allé copier les serveurs. En Afrique, on en a quelques-uns. Donc, il y a ce pouvoir technique qui permet de gérer la stabilité et le développement technique de l'Internet. En termes de stabilité, on a une analogie avec le monde réel. Si l'Internet n'est pas stable, si cette stabilité n'est pas gérée, on n'a pas un réseau qui marche. Et pareil, dans les pays où on voit la paix, il faut qu'on ait une stabilité. Et c'est pour ça que l'Internet peut participer à la stabilisation des pays.
Et je vais profiter ici pour parler, puisqu'on parle de paix, etc., d'une problématique qui est malheureusement répandue en Afrique, c'est les shutdowns de l'Internet par les États. Dès qu'il y a une crise quelque part, aujourd'hui, les États, ce qu'ils font, ils coupent l'Internet. Donc, on prive les gens de leur droit de communiquer parce que le droit à la communication, c'est un droit universel. C'est un droit universel reconnu. Donc, en faisant un shutdown, on coupe l'Internet. Ou alors, parfois, ils sont plus futés que ça, ils ne coupent pas. Ils diminuent la bande passante de telle sorte qu'il n'y a rien qui passe. Donc, c'est tellement lent que vous abandonnez. Et on en a malheureusement encore en Afrique des États qui coupent l'Internet. Ça aussi, ça ne participe pas à la stabilité d'un pays. Il y a aussi, ça c'est un pouvoir technique, le pouvoir d'adressage, donc on distribue les adresses IP. En Afrique, on a un registre régional qui s'appelle Afrinic. Afrinic, NIC c'est Network Information Center, qui est chargé de distribuer les adresses IP en Afrique, qui est basé à Maurice, mais bon, qui est ouvert à l'ensemble du continent. Alors, le pouvoir économique, aujourd'hui, c'est le pouvoir le plus important de l'Internet. Donc, j'ai parlé de 4 pouvoirs. Le pouvoir technique, le pouvoir d'adressage, de donner des adresses, de distribuer les noms de domaine. Le pouvoir économique, c'est le pouvoir le plus important. Qui a un compte Facebook? Moi, j'en ai pas. Si, moi, j'en ai, mais je ne suis pas active. Qui utilise WhatsApp? Bon. Qui utilise le domaine de son pays? Qui est sur le point SN? Qui a un mail sur le point SN? Ou le point MG? Ou le point Congo? Personne. Donc, vous travaillez pour l'économie mondiale, pas pour l'économie africaine. Ce que vous payez, les données qu'on utilise pour vous donner ces accès gratuits sont vendues, mais par des sociétés qui ne sont pas en Afrique. Donc, essayez de retourner cette division numérique en Afrique en utilisant les noms de domaine nationaux. C'est vrai que c'est aussi la responsabilité des États. On ne comprend pas pourquoi nos États ne font pas d'efforts pour que justement cet Internet-là soit d'abord local. Même si par ailleurs c'est un réseau mondial, on ne peut pas arrêter le progrès, mais on peut faire des efforts pour que les nationaux aussi en profitent. Et enfin, le pouvoir politique. Alors, le pouvoir politique, c'est que tout le monde doit travailler ici pour que cet Internet soit maîtrisé et surtout disponible pour l'ensemble des citoyens. Donc ça, c'est une représentation globale de l'Internet. Et au niveau africain, on va dire pour la sécurité de l'Internet, parce qu'aujourd'hui, l'Internet, je vais vous expliquer c'est quoi, mais la problématique aujourd'hui la plus importante, c'est la sécurité. Parce qu'on est tous sur Internet. Et on a tous une identité numérique à gérer. C'est quoi l'identité numérique? C'est que vous allez sur Internet, vous visitez des sites web, vous utilisez des ressources. Et sans le savoir, vous laissez des traces. Je dis sans le savoir, hein, parce qu'en général, quand vous dites, qui a déjà remarqué un pop qui te dit, oui, il y a des cookies sur ce site. Si vous voulez, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on accepte les cookies? Qui regarde ce qu'il y a derrière les cookies? Qui fait plus pour voir? Ouais. Est-ce que vous prenez le temps de dire non, non, non et de continuer? Parce que la plupart des gens ne savent pas qu'ils peuvent dire non et continuer. Vous pouvez dire non et continuer. Vous pouvez aller sur Facebook sans avoir un compte. Mais les gens ne savent même pas. Ils se disent, bon, si je dis non, sauf sur update, etc. Mais en général, pour les cookies, il y a des moyens aujourd'hui avec le RGDP, donc la réglementation européenne de protection des données personnelles, de dire non sur un certain nombre de choses, parce que ces cookies leur permettent
de garder votre empreinte numérique. Et après, de vous dire, vous allez sur un site, par exemple, je vais sur Amazon et je commande une caméra de surveillance. La minute d'après, je vois toutes les caméras de surveillance de tous les trucs, machin. Pourquoi? Parce que le cookies ou Amazon ou le Google que j'utilise, c'est que je cherche ça, parce que le moteur de recherche a regardé ce que je cherche, et là, il me le propose. Et c'est comme ça qu'il gagne de l'argent. Donc là, le pouvoir économique est là. Et l'Afrique a beaucoup de choses à gagner là-dessus. Donc l'Union africaine, consciente de cette problématique, a aujourd'hui doté le continent d'une convention sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Donc cette convention a été élaborée en 2014, mais encore une fois, très peu d'États l'ont signée. Très peu. Aujourd'hui, la convention ne peut pas aller plus loin parce qu'on a besoin de beaucoup de signatures et beaucoup d'États ne l'ont pas signée. Donc, cette convention a pour ambition de répondre aux besoins d'une législation harmonisée parce qu'on est un continent. Comme l'Union européenne a fait son RGDP, le continent doit aussi faire quelque chose pour protéger les citoyens africains. Donc, chaque État devrait mettre en place un dispositif pour lutter contre les atteintes de la vie privée et avoir des instruments juridiques qui permettent de réglementer aussi bien la collecte, le traitement et la transmission, le stockage et l'usage des données à caractère personnel. Donc au Sénégal, on a un certain nombre de lois qui encadrent un peu le cyberespace. Et récemment, on a eu une stratégie nationale sur la cybersécurité à l'horizon 2022. Je pense que l'ensemble des pays africains aujourd'hui sont en train de travailler sur des lois sur la cybersécurité, mais encore une fois, en Afrique en général, on pêche sur la mise en œuvre. On a beau avoir des textes, on pêche sur la mise en œuvre. Donc la sécurité numérique doit être portée, à mon avis, au rang des priorités des États. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est un État souverain, qu'on va gérer la paix, la sécurité, le machin, si on n'a pas une bonne législation et une bonne gestion de la sécurité numérique. Le numérique est au cœur de notre vie, qu'on le veuille ou pas. Et ça va être pire, on va dire pire, entre guillemets, avec le développement de l'Internet des objets, où les données seront collectées n'importe comment, les objets seront interconnectés n'importe comment, et la personne ne se rendra même pas compte qu'elle laisse des traces, et surtout que sa sécurité n'est pas assurée. Donc, aujourd'hui, le Sénégal a cette loi sur la cybersécurité. On a une commission nationale de protection des données personnelles et on a une commission nationale de cryptologie qui permet, parce que c'est avec la cryptographie, donc en cryptant certains messages qu'on arrive à gérer un minimum de sécurité. La sécurité, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'énergie et c'est énormément de ressources. Et il y a beaucoup à faire et malheureusement, pour l'instant, en Afrique, en dehors peut-être de l'Afrique du Sud et de la Tunisie, il n'y a pas beaucoup de pays qui prennent en charge ces choses. Au contraire, les États pensent que la sécurité Internet, c'est coupé ou contrôlé, alors que ce n'est pas du tout ça. Donc, quel est le rôle? C'est sur ça que je vais terminer pour laisser les questions. Quel rôle aujourd'hui doit jouer un jeune leader africain? J'ai parlé de la chaîne de valeur tout à l'heure, au début de mes propos. Et je pense que à l'Internet Society, on fait des sessions de formation pour que les Africains puissent participer à toute la chaîne de valeur. Ça commence par le protocole. Vous savez comment on fait un protocole sur Internet? On envoie un RFC, Request for Comment. Tout le monde peut envoyer un RFC. Je dis voilà, pour que cet écran-là puisse communiquer avec cet écran-là, moi je pense qu'il faut faire ci, faire ça, faire ça. Et il y a des organisations qui sont chargées d'écrire ces protocoles. Et dans ces organisations, malheureusement encore, il y a très, très peu d'Africains. Comment on peut maîtriser un outil si on ne sait pas comment on le fait? Moi, personnellement, j'y crois pas. Donc, participer à toute la chaîne de valeur depuis le Request for Comment.
Il y a des organisations, il y a l'IETF, il y a l'IAB, et c'est des organisations entièrement ouvertes. Ce qui est bien dans le protocole IP, c'est que c'est un protocole ouvert et qu'on a gardé ouvert. Et c'est ça qui fait ce succès-là. C'est un protocole ouvert. Le succès de l'Internet, c'est son ouverture. Et c'est pour ça que quand d'habitude les États font des shutdowns, on reçoit beaucoup de mails de nos collègues qui nous disent « Mais c'est quoi ça? Ils ne comprennent pas que l'Internet est ouvert ?» Je dis non, ils n'ont pas compris, mais on va leur expliquer. Donc là, le premier rôle, c'est vraiment participer à toute la chaîne de valeur. Deuxième, c'est bien gérer les empreintes numériques. Quand vous allez sur Internet, sachez que vous n'êtes pas anonyme. Il n'y a pas d'anonymat sur Internet. Celui qui vous dit ça, il vous raconte des blagues. On peut tout tracer sur Internet. Tout. Troisièmement, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ça? C'est un cache. Vous voyez ça? Ma webcam est cachée. J'ai mis... Vous pouvez mettre un post-it dessus. Qui cache sa webcam? Personne ne cache sa webcam. Et pourtant, ça fait partie de la sécurité aussi. Cacher sa webcam. Parce que vous pouvez être filmé à votre insu. Ou avec votre webcam, ou avec votre Smart TV, ou avec n'importe quoi qui est connecté sur Internet. Quelqu'un veut pirater votre objet et l'utiliser à votre insu. Comment travaillent les pirates? Je vais juste terminer sur ça. Les pirates n'ont pas les ressources, on va dire, informatiques pour travailler. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Vous êtes connecté sur Internet, vous l'avez laissé votre machine. Vous avez de l'unité centrale, vous avez de la mémoire, vous avez autre chose. Eh bien, ils se connectent chez vous, ils prennent ça, ils l'utilisent pour faire autre chose. Pendant ce temps, vous dormez ou votre machine est lente, vous dites, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quelqu'un travaille sur votre machine. Mais vous ne pouvez pas le savoir parce que vous ne savez même pas comment marche la machine. Donc voilà un peu, en tant que leader, ce qu'il faut aller chercher. Je pense qu'il ne faut pas se limiter à ce qu'on vous montre. Il faut chercher ce qu'il y a derrière. C'est une technologie. C'est des protocoles. Mais c'est encore une fois fait par des hommes et des femmes. Ça veut dire des gens comme nous, des humains. Ça ne vient pas de Mars ou de Jupiter. Donc on a la possibilité en tant qu'Africains de nous impliquer. Et je pense que c'est sur ça que je vais terminer. Nous impliquer et gérer notre empreinte numérique. Parce qu'il y a beaucoup d'usurpation d'identité. Les gens usurpent votre compte email, usurpent votre Facebook. Il y a aujourd'hui des règles qui vous permettent de vous protéger, même sur la localisation. On est tous contents d'être géolocalisés. Je suis à tel endroit, oui, je vois. Attention à la géolocalisation. Donc, on laisse des traces. Attention à ces empreintes numériques qu'on laisse. Et surtout, déconnectez-vous quand ce n'est pas nécessaire. Voilà, merci. Donc, nous accompagnons Madame Diop avec des ovations jusqu'à ce que ça s'aille, s'il vous plaît. Merci à tous et à chacun. C'est aussi une manière de réveiller ceux qui étaient endormis, d'accord? Parce qu'ils ont pensé que c'était un peu trop technique pour eux. Pourtant, je vous assure que le langage en français facile était terre à terre. Nous saluons tout aussi toute la communauté qui nous suit sur le streaming en live de notre page CRL Yali Dakar. Mesdames et messieurs, vous êtes suivis tout aussi en live et beaucoup de personnes sont en train de se dire que vous avez une chance inouïe d'être là présent pendant que eux ils suivent sur Facebook. Donc n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires et vos observations tout aussi. D'accord? Cybersécurité, cybercriminalité, sécurité informatique et cybergouvernance. Madame Diop a visité un peu tous ces secteurs du cyberespace et j'espère que vous avez pris des notes.
pour vous et pour les personnes susceptibles dans vos différentes communautés qui vous ont vu à cette session 16. Ils vont vous demander finalement de quoi ça parle, le cyberespace et tout ce qui vient avec. Nous allons ouvrir la série des questions et comme nous sommes très organisés au Yali, nous enregistrons les personnes qui souhaitent intervenir. Mesdames et messieurs, la parole est à vous. On va d'abord commencer par là. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir? Merci. Trop tard. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir? Merci. Donc, s'il vous plaît, retenez votre chiffre. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 et numéro 6. C'est bon? C'est bon? 7? Très bien. Ne vous inquiétez pas, on va effectuer par rangée. Soyons smart. Tout le monde sait ce que ça veut dire? Vous êtes sûr? On revisite un peu le cours. C'est quoi smart? C'est quoi smart? Je vous écoute. Doucement, soyez organisés. Je donne la parole à quelqu'un. Et c'est bon, on peut tenter le coup? Très bien. Donc, soyons spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels. C'est un participant du public management. Merci de l'applaudir. Voilà. Donc, très cher, vous avez la parole. Merci, madame, pour votre présentation qui nous permet d'être davantage édifiés sur Internet et tous ses enjeux. J'ai une petite question. J'aimerais savoir ce que c'est que le dark web. Merci. Je suis Bial du Cameroun, programme Public Management. Le numéro 2, c'était? Merci de me passer la parole. Je suis Junior Sani. Je suis chercheur du programme Public Management. Madame, j'ai une double question. La première, et vous l'avez rappelé, on peut dire aujourd'hui que les réseaux sociaux notamment ont un modèle économique toxique parce que ces modèles économiques tirent leur fondement de l'exploitation des données personnelles des utilisateurs. Quelles sont vos solutions à cette problématique, puisqu'on dit aujourd'hui que lorsque c'est gratuit, ce que le produit, c'est vous? Quelles sont vos solutions? Deuxième question, les réseaux sociaux, sans avoir perdu leur capacité de mobilisation, on voit bien que ça s'est vérifié encore avec les différents hashtags qu'on a pu voir, Black Lives Matter, MeToo, Balance ton port, etc. Mais les réseaux sociaux semblent aujourd'hui être un facteur de remise en cause de la paix sociale, avec notamment les fake news. Et autre tendance lourde, les réseaux sociaux semblent être aujourd'hui des fossoyeurs de la démocratie. On l'a vu avec l'élection du président Donald Trump. Quelles sont vos solutions aussi par rapport à ces différentes questions, notamment les fake news, et votre appréciation des réseaux sociaux par rapport à la question de la démocratie? Merci. Le troisième intervenant. Bonjour à tous. Je m'appelle Emmanuel Milimono, je suis journaliste guinéen. Merci madame pour cette présentation brève mais très riche. Je voudrais commencer d'abord par un certain nombre un témoignage peut-être. J'ai constaté récemment et j'ai été très surpris sur Facebook notamment de voir que même ce que nous supprimons est toujours enregistré. J'ai appris cette technique de quelqu'un où je suis allé accéder à toutes mes archives et je me suis rendu compte que même les messages indésirables que j'ai reçus depuis que j'ai ouvert mon compte et que j'ai supprimé étaient toujours présents. C'était pour témoigner un peu par rapport à ce que vous avez dit sur les empreintes que nous laissons. Mais l'autre point, c'est, vous avez parlé du point, par exemple, SN, ML et autres. Nous voulons bien l'utiliser, mais nous n'y avons pas forcément accès, nous autres citoyens. Parce que, comme vous l'avez dit, il faut que l'État installe encore les infrastructures
pour le citoyen, quelle est aujourd'hui, par exemple, la facilité qui est accordée à un Sénégalais d'ouvrir un compte avec un point SN? Le dernier point, c'est par rapport à la sécurité. Vous avez parlé du shutdown, parfois des États qui coupent la connexion Internet, mais sur l'autre aspect aussi, il y a la sécurité. Et c'est bien le point sur lequel il a abordé tout à l'heure. Parfois, Internet déstabilise aussi. Est-ce que le rapport sécurité-liberté pour nos États fragiles en Afrique aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut le gérer? Privilégier la liberté ou la sécurité? Nous sommes au troisième intervenant. Est-ce que nous continuons le chapelet ou vous souhaitez d'abord apporter des réponses? On peut continuer. Donc nous sommes au quatrième. Bonjour, moi c'est Younoujoum Raïssa du Tchad, programme Public Management. Ma question rejoint un peu celle d'Emmanuel. C'est concernant la convention sur l'Internet. Il y a la convention. Est-ce que c'est parce que très peu d'États ont signé cette convention qu'ils se permettent alors de supprimer, de bloquer Internet pendant les périodes électorales surtout? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas signé qu'ils bloquent ou qu'ils peuvent se le permettre ou bien il y a une autre raison à ça? Le cinquième intervenant, c'était... Merci. Merci de me faire du sport. C'est vrai que ça me manquait. Merci. Je suis Tchacho du Cameroun. Alors, madame, face à vos explications, je me suis demandé, est-ce que ici en Afrique, nous ne sommes pas un peu perdus? Est-ce que la solution ne serait tout simplement pas de vivre dans le noir? Parce que je pense que c'est peut-être le cas pour beaucoup ici. Nous sommes vraiment néophytes dans le langage. Vous avez utilisé beaucoup de choses terre à terre, mais un peu difficile à cerner. Et quand vous avez énuméré la population africaine, le taux de pénétration, je ne suis pas sûr que dans ce taux de pénétration, ceux qui comprennent en fait ce qu'ils sont en train de faire, je ne sais pas s'ils atteignent un certain pourcentage. Donc, du coup, la solution ne serait-elle tout simplement pas de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire vivre dans le noir? Oui, merci. Merci. Le sixième et dernier intervenant, c'est bien ça? L'avant-dernier, c'est ça? Bonjour madame, merci beaucoup. Moi c'est Akoto du Togo, Public Management. Ma question, elle est de deux. La première, les domaines dans nos pays, plus précisément chez moi au Togo, est quelque chose un peu caché pour nous, les néophytes. On utilise l'Internet, mais on ne sait pas au juste l'importance de nos domaines. Je sais qu'il y a point TG chez moi, mais par contre, c'est très peu utilisé. Comment est-ce que cela peut être fait pour qu'aujourd'hui, nous qui sommes des jeunes leaders, pouvons apporter plus d'explications ou bien d'importance à cela? Il faut nous donner quelques pas là-dessus. Moi, je suis du domaine de la santé. Quelle est l'importance de l'informatique ou bien de l'Internet sur l'échiquier africain dans le domaine de la santé? Merci beaucoup. Nous terminons. Bonjour madame, Guy Jean du Cameroun. Ma question a deux volets. Vous avez dit que tout un chacun peut créer une adresse IP. Comment faire pour créer une adresse IP? Le deuxième cadre, c'est par rapport à la protection des données. Sachant bien que si je prends l'exemple de mon Android, à chaque fois, j'ai toujours l'habitude de voir que même la localisation s'active souvent seule, sans que je le fasse. Ne pensez-vous pas que c'est souvent, peut-être, on ne peut pas protéger réellement nos données, sachant bien que même pour se faire former dans le cadre d'Internet, on est obligé d'aller à l'étranger pour revenir faire tout cela chez nous. Comment faire réellement pour sortir ou bien pour protéger réellement notre vie privée ou nos données? Merci. Donc, nous venons de clore le premier chapelet des questions.
avec 4 questions venant du Cameroun, une de la République de Guinée, une du Tchad et une du Togo. Madame Diop, je vous passe le micro. Pas de souci. Donc, merci beaucoup pour les questions. Ça montre un peu l'intérêt de cette discussion-là. Donc, pour le dark web, en fait, c'est un peu un espace de l'Internet qui est un peu utilisé en général par les hackers et qui n'est pas disponible quand vous allez sur un moteur de recherche ou qui peut être vu par vous et moi, donc les néophytes, mais qui est utilisé en général par les hackers, les réseaux terroristes, etc. Donc, c'est un réseau Internet dans le réseau. Donc, c'est un sous-réseau du réseau Internet, mais qui n'est pas visible. Donc, c'est pour ça qu'il est dark, mais qui est actif aussi. Donc, c'est pas parce qu'il n'est pas visible qu'il n'est pas actif. Donc, sur les réseaux sociaux, le modèle économique toxique, je ne pense pas que le modèle économique... Un modèle économique, c'est un modèle économique. Vous êtes tous dans le business ou travaillez, vous savez que le privé doit gagner de l'argent. Et c'est important de gagner de l'argent parce que c'est comme ça que l'économie va vivre. Les réseaux sociaux, c'est un modèle économique qui utilise les données des gens parce que si vous y allez, vous pensez que c'est gratuit. Mais à mon avis, il n'y a rien de gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui paye derrière. Donc, comment ils payent toutes ces infrastructures-là, le service qu'ils vous donnent, la facilité? C'est en utilisant des données. Et encore qu'une fois, vous avez donné votre accord. Quand vous souscrivez, on vous dit, voilà les règles. Qui a déjà lu les règles? Qui lit les règles de confidentialité? Vous y êtes allé, personne ne vous a demandé d'y aller. Il y a des gens qui ne sont pas sur Facebook, qui vivent heureux. Donc, voilà. Vous y allez parce que vous trouvez votre intérêt. Et bien, celui qui vous l'offre aussi, il faut qu'il trouve son intérêt. Donc, pour moi, le modèle économique, il est tel. Il est ce qu'il est et il permet à la personne de gagner de l'argent et de développer des services aujourd'hui qui innovants, vraiment des services très innovants et qui sont utiles. Donc, ce n'est pas le modèle économique, pour moi, qui pose problème. C'est l'utilisation qu'on en fait et surtout la conscience qu'on prend en s'inscrivant et le temps qu'on prend de lire et de comprendre le contrat qui nous lie. Vous signez, vous donnez votre accord, vous dites OK. Donc, c'est vous-même qui avez dit vous pouvez utiliser mes données. Ou bien, sinon, il n'utilise pas. Donc, vous avez donné l'accord, après vous venez vous plaindre. Non, il ne faut pas vous plaindre. Ce n'est pas le réseau social le problème, c'est l'utilisation qu'on a fait. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, Facebook fait beaucoup d'efforts dans l'accompagnement des utilisateurs depuis un certain temps pour éviter notamment les usurpations d'identifiés, conscientiser les gens sur l'importance de la protection des données personnelles, mais aussi c'est le rôle de l'État, c'est le rôle d'autres acteurs, notamment ceux qui sont dans la formation. Alors, est-ce que les réseaux sociaux pourraient mettre en cause la paix sociale? Moi, je me dis que oui, non, à mon avis. Par contre, ça peut aider à aller plus vite, parce que l'information va plus vite, les gens ont l'information, donc ça peut peut-être augmenter, donner une autre dimension à un problème qu'on n'aurait pas eu s'il n'y avait pas ces réseaux sociaux, mais ce n'est pas le fondement du problème. À mon avis, il y a quelque chose avant. Avant, il y avait les radios, il y avait les télévisions, etc. Aujourd'hui, on a la communication. Donc, c'est juste un outil de propagation. La propagation se passe plus vite, la diffusion se fait plus vite. Mais à mon avis, c'est un problème, un vrai problème. Le problème, il était là avant. Maintenant, le problème, par contre, que les réseaux sociaux posent, et qui est la psychose aujourd'hui de l'ensemble des utilisateurs, c'est se lever le matin et retrouver toute sa vie privée étalée sur Internet. Oui, ça c'est un problème. Mais encore une fois, c'est à nous de veiller à ce qu'on fait sur Internet, qu'on sache que l'Internet, c'est un lieu public. Je donne souvent l'exemple aux jeunes filles ou aux gens à qui je donne des cours sur les droits éthiques. Je dis, je rencontre Madame Aoum dans la rue, on se connaît, il me dit comment va tes enfants, etc. Je réponds. Je rencontre un monsieur, je ne connais pas. Bonjour, bonjour, comment vous appelez? Est-ce que je donne mon nom? Comment s'appellent vos enfants? Est-ce que je donne mon nom? Vous êtes devant un écran, on vous pose la même question, vous répondez. Derrière cet écran, il y a quelqu'un. Ou il y a un machine learning, ou il y a un algorithme
Donc, c'est vous qui donnez l'information. Est-ce que dans la rue, dans un espace public, si quelqu'un vous approche, vous ne le connaissez pas, il vient vous dire votre prénom, vous dites, hey, ça va pas, non? On ne se connaît pas. Vous allez sur Internet, vous ouvrez une page, prénom. Non. Vous donnez tout, date de naissance, machin. On vous dit, OK, est-ce que vous acceptez qu'on publie ces données, etc. Vous lisez même pas, vous cliquez sur OK et vous avancez. Et après, on se plaint. Non, je pense qu'elle est là-bas. La question, elle n'est pas de l'autre côté du modèle économique ou du réseau. C'est un outil et vous l'utilisez. Les réseaux sociaux et la démocratie, pour moi, les réseaux sociaux doivent permettre, au contraire, d'être un outil pour bâtir une démocratie. Là, le citoyen, il a moyen de s'exprimer, de dire ce qu'il pense et que tout le monde soit au courant. Mais il n'y a pas meilleure démocratie. Maintenant, il ne faut pas que ça tourne à l'anarchie. Parce qu'il y a un contrôle derrière qui doit être fait dans les contenus pour que ce qu'on dit en termes de xénophobie, etc. Il y a beaucoup de lois aujourd'hui qui protègent contre la xénophobie, la haine, etc. sur Internet. Et en ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a un crime, il y a une sanction. On n'est pas dans no man's land où on dit je fais ce que je veux, je suis sur une île déserte, donc personne ne me trouvera. On n'est pas dans un no man's land. Aujourd'hui, on a des outils pour tracer et trouver les cybercriminels. Ça prend le temps que ça te prend, mais on peut y arriver. Donc sur l'archivage, la suppression des choses qu'on voit encore, il faut savoir que même en informatique, quand vous allez sur votre machine, quand vous supprimez quelque chose, vous mettez dans la corbeille, elle n'est pas supprimée. C'est quand vous videz la corbeille qu'elle est supprimée. Et même quand vous videz la corbeille, il y a des outils pour le retrouver. C'est ça la vérité. Donc, supprimer, ça ne veut pas dire oublier. On s'est battu aux Nations Unies, à l'UNICT Task Force, pour le droit à l'oubli. C'est-à-dire, j'ai publié quelque chose, j'étais jeune, Foucault, j'ai fait des choses, j'ai publié. Aujourd'hui, je suis adulte, j'ai mes enfants, je ne veux pas que ça se voit. Ben, c'est toujours là-bas. Il n'y a pas le droit à l'oubli. C'est toujours quelque part. Parce qu'on est un réseau des réseaux. L'information que vous mettez, quelqu'un peut le copier sur un autre site, sur un autre serveur, et vous ne savez pas où c'est. Par contre, aujourd'hui, je pense que sur Facebook et plein de réseaux sociaux, vous pouvez aller et demander, mais c'est une demande, à ce qu'on supprime un certain nombre de choses et sera supprimé. Mais il faut faire la démarche. Mais c'est vous, quand vous supprimez, il y a toujours quelque chose qui reste. Donc le droit à l'oubli n'existe pas sur Internet. Et je pense que beaucoup de jeunes ne sont pas au courant de ça. Alors, accès aux domaines nationaux, j'en profite pour aborder la même question qui a été posée par le Togo. Les domaines .sn, .tg, etc. C'est vrai qu'on a une vraie problématique de, on va dire, connaissance et de meilleur marketing de ces domaines. Le premier frein à l'accès en général, c'est le prix. Le domaine .sn coûte plus cher que le .com. Et je pense que c'est normal. Il y a des millions de .com, il y a quelques mille. Donc plus on a de domaine, moins ça coûtera cher, parce que c'est la même infrastructure qui gère. Mais ce n'est pas une raison, parce qu'en général, les entreprises peuvent payer, les États peuvent payer. Mais je pense que c'est juste une question de méconnaissance. Les gens ne savent pas qu'ils peuvent utiliser le .sn ou le .ml et que ça participe à la souveraineté numérique. Un État ne peut pas dire je suis numériquement souverain si toutes ces données sont sur un .org ou un .net. Okay? Donc, il y a des facilités à faire. Il y a surtout un marketing à faire pour que ça puisse se faire. Sur on va dire, la dichotomie sécurité et shutdown, on va dire, ce qu'on a eu quand on fait la démarche auprès des États qui ont fait un shutdown, c'est toujours la même rengaine. C'est pour des problèmes de sécurité nationale, on coupe Internet. À mon avis, c'est pas une bonne raison. Ça ne participe pas du tout à la stabilité en règle générale. On l'a vu, hein? Ce n'est pas parce qu'on coupe Internet que ça va se calmer. Au contraire, parfois, ça peut empirer les choses, que les gens ne parlent pas. Je pense qu'en Afrique, en général, les gens n'ont pas cette culture de communiquer, de parler, comme au Sénégal. Au Sénégal, on ne fait que parler. Et on dit n'importe quoi. Mais bon, ça permet aux gens de s'exprimer. Et quand on s'exprime, on est moins violent en général. Parce qu'on a au moins, la violence, elle est peut-être verbale, mais on n'en arrive pas au moins au conflit. Je pense que c'est culturel.
Donc, il y a des États qui pensent que quand quelqu'un dit quelque chose de mal sur une autorité, il ne faut pas que ce soit diffusé, etc. Mais je pense qu'il y a ça aussi une question d'éducation des peuples. Et on doit nous-mêmes participer à cette éducation des peuples pour dire que voilà, il ne faut pas faire du mal aux gens, etc. Mais ça n'a rien à voir avec l'outil qu'on utilise derrière. C'est comme les radios. Il y a des gens qui utilisent des radios pour insulter des gens. Au Sénégal, là, les Warsakhalat. Moi, j'écoute plus parce que parfois tu entends des choses et on se dit waouh, on est dans quel pays? Donc pareil, les gens Warsakhalat, eux, ils écrivent le khalat. Donc c'est pareil. À mon avis, il y a des aspects de sécurité nationale qui sont importants. C'est que les données, par exemple, les données stratégiques du pays restent dans le pays. Qu'on mette des data centers dans les pays. Que le trafic local reste local. Que je parle à mon voisin, ça reste entre nous. Que ça passe pas le tour du monde avant de revenir. Pour moi, ça, c'est important. Ça participe à la sécurité nationale. Mais shutdown, bon, c'est pas une solution. Alors, vivre dans le noir, c'est surtout pas. Il faut se connecter. Encore une fois, quand je finis toujours mon speech, j'ai plein de questions avec les étudiants et après je dis, je vous ai fait peur pour vous faire prendre conscience, mais il faut vivre avec son temps. Il faut aller sur Internet. Il y a énormément de choses à trouver sur Internet. Et j'en profite pour répondre à la question de la formation. Moi, je suis des MOOC tous les jours sur Internet. Il y a tout, vous pouvez apprendre tout sur Internet, y compris, je vous ai parlé tout à l'heure de vos empreintes digitales. Si vous allez vous regarder comment me protéger sur Internet, vous avez les 10 règles de protection. Faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Et c'est très clair. Sur votre téléphone portable, ce que vous devez activer, ne pas activer pour la délocalisation, etc. Vous appliquez ça et vous êtes protégé. Maintenant, encore une fois, la sécurité, c'est un processus. Parce que la technologie avance, il y a de nouvelles choses, donc il faut se mettre à jour. Et ça, pour ça, l'Internet, c'est le meilleur moyen de se mettre à jour. Donc, il ne faut surtout pas rester dans le noir. On est resté trop longtemps dans le noir. Là, il faut qu'on sorte du noir et qu'on brille, comme tout le monde, en participant encore une fois à toute la chaîne de valeur. Du début au service, des protocoles au service. Il y a beaucoup de startups aujourd'hui, africains, qui travaillent sur le domaine et l'Internet se développe de plus en plus. Alors, dans le domaine de la santé, l'Internet, c'est un outil capital. J'avais eu à piloter au Sénégal un projet sur le e-santé qui permettait d'interconnecter les hôpitaux du Sénégal et surtout d'avoir le spécialiste qui peut aider quelqu'un qui est dans une région éloignée où il n'y a pas de spécialiste. Moi-même, j'ai vécu comme ça un cas d'épilepsie dans un centre avec un spécialiste à Dakar. C'était en direct, en streaming. Donc, on a regardé le cas et il a pu donner le traitement et le malade est guéri. Donc, pour la santé, il y a énormément de choses à faire avec l'utilisation d'Internet. Je pense qu'il y a, même au niveau des États, il y a beaucoup de développement dans le domaine de la santé en Afrique. Alors, peut-être il y a une incompréhension. On ne crée pas les adresses IP. Les adresses IP, alors, sont des ressources qui sont gérées par l'ICANN. L'ICANN, c'est Internet Corporation for Assigned Name and Numbers, donc qui gère les adresses IP, les noms de domaine, mais aussi d'autres numéros, et qui délègue l'adressage à des registres régionaux, et ces registres régionaux délèguent à des registres nationaux. Donc, il y a une hiérarchie. Internet, c'est vraiment très hiérarchique souvent. Donc, vous avez une adresse IP que vous prenez chez votre fournisseur d'accès. Quand ma machine se connecte sur Internet, elle a forcément une adresse. Et l'adresse, je la prends chez mon fournisseur d'accès. Donc, ce n'est pas moi qui crée une adresse. J'utilise une adresse, mais je ne la crée pas. C'est des ressources qui existent. D'accord ? Et pour la localisation, je vous ai dit, il faut aller sur Internet, regarder comment se protéger, protéger son identité numérique et vous verrez, il y a 10 règles qui sont très claires et qui peuvent vous aider à protéger votre identité numérique. Voilà, je pense que j'ai parcouru un peu l'ensemble des questions.
S'il y a quelque chose que j'ai omis, peut-être me rappeler, mais je pense que j'ai noté. Merci.
la croissance mais exponentielle des utilisateurs africains. Et il y a encore des gens à connecter en Afrique. Donc, le potentiel est là. Et je pense que de plus en plus de jeunes Africains prennent conscience de ce potentiel et s'investissent dans l'économie numérique avec des startups qui font dans plusieurs domaines. Et l'autre aspect, c'est que l'économie numérique est transversale. L'Internet est transversal. Vous pouvez utiliser l'Internet pour développer votre agriculture, aussi bien en mettant des capteurs qui vous permettent d'irriguer mieux, de gagner sur l'eau, etc., que de vendre votre produit final. Donc, c'est quand même aujourd'hui un outil économique. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire au plan politique et au plan économique même pour que nos économies s'adaptent, nos gouvernements s'adaptent, etc., pour que cette économie africaine-là puisse tirer profit de l'Internet. Parce qu'on est déjà sur l'Internet. Il ne faut pas dire qu'on n'y est pas. On y est, hein. Vous voyez la dame qui vend ici des arachides, elle est connectée. Hein. Elle a son pass Internet. Elle l'utilise évidemment pour faire WhatsApp, etc. Mais bon, elle est connectée. Donc, les gens sont connectés et il y a un potentiel qui est là. En dehors maintenant du fait que même la monnaie, aujourd'hui, elle devient une monnaie électronique. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font toutes leurs transactions via la monnaie électronique. Donc, même cette dématérialisation de la monnaie participe à l'économie africaine. Donc, quels sont les fondements de la Convention africaine sur la cybersécurité? C'est vraiment créer un cadre africain et inciter les États à mettre en place des politiques qui permettent de protéger les citoyens. Protéger les citoyens, c'est protéger leurs données, c'est protéger les infrastructures aussi de l'État, etc. Donc, c'est vraiment mettre en place un cadre et donner les lignes directrices. Maintenant, une convention au niveau régional, une fois que les États l'auront adoptée, il faudrait les transcrire dans les lois nationales pour que ça ait une réalité. Donc, c'est cette phase-là un peu qui traîne. Et je pense que dans chaque réunion africaine, on appelle les États à signer cette convention et aller de l'avant. Sachant que ça va tellement vite que dans 5 ans, la convention n'aura aucun effet. Donc, mais au moins qu'on aura les bases. Alors, on peut aller sur Facebook sans avoir un compte, tout à fait. Vous allez sur Facebook, facebook.com, vous entrez. Il va vous dire, vous n'avez pas un compte, est-ce que vous pouvez souscrire? Vous dites oui ou non. Et si vous ne souscrivez pas, vous continuez ça. Hein. Il ne vous bloque pas parce que vous n'avez pas de compte. Il y a un truc, ça. Votre compte, vous loguez. Vous n'avez pas de compte, vous pouvez continuer ou vous inscrire. Donc, ce n'est pas un réseau social obligatoire pour aller voir ce qu'il y a sur Facebook. Alors, est-ce qu'Internet apporte les populations? Pour moi, non. Internet participe au contraire à la création de richesses. Mais il faut savoir l'utiliser. Tant qu'on restera des utilisateurs, évidemment, on s'en approuvera. Mais quand on sera des producteurs de contenu, quand on sera dans le réseau, quand on aura des infrastructures, quand on sera dans le business de l'Internet, là, on gagnera dans l'économie de l'Internet. Alors, la loi sur la cybercriminalité, je n'ai pas bien noté, c'est Sadibo, c'est ça? Sadimo. Donc, vous avez une loi sur la cybercriminalité qui vient d'être adoptée. Alors, la loi, elle pose, comme j'ai dit, les règles pour dire, voilà, ça dépend, parce que si en général c'est une loi sur la cybersécurité, elle pose les règles. Mais si une loi sur la cybercriminalité, elle donne les infractions et qu'est-ce que tu risques en cas d'infraction. Par exemple, s'il y a une usurpation d'identité. Je vous donne le cas du Sénégal. Si quelqu'un usurpe mon identité sur Internet et pose un acte, c'est-à-dire l'utilise pour envoyer une insulte, par exemple, je peux aller me plaindre à la CDP qui va m'aider à faire toute la procédure judiciaire pour dire, voilà, on a usurpé mon identité, ce n'est pas moi qui ai envoyé le message, c'est quelqu'un d'autre qui a usurpé mon identité et m'aider aussi à aller vers le fournisseur de services où on a usurpé mon identité pour me remettre mon identité. Donc, la loi sur la cybercriminalité, la première loi sur la cybercriminalité au monde, c'est la Convention de Budapest. Elle dit, par exemple, ça c'est un crime et elle est punie comme ça. Donc, elle pose qu'est-ce qui est un acte criminel, qu'est-ce qui est un acte de délit et quelles sont les sanctions.
Et après, maintenant, chaque État va adapter en fonction de ses lois, en fonction de sa culture, en fonction de ses priorités. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de loi que les crimes ne sont pas punis. Parce que ce qui s'applique sur Internet s'applique sur la vie normale. Donc les lois qu'on a, qui ne sont pas des lois du numérique, peuvent aussi aider à régler sur le plan judiciaire et pénal surtout des crimes commis sur Internet. Mais la loi aide aussi à punir de nouveaux délits, des délits tout à fait nouveaux, permis par le réseau. Donc, les shutdowns, j'en ai parlé, hein, donc il n'y a pas d'organisation spécifique pour lutter contre le rétablissement de l'Internet. On a un certain nombre d'organisations comme Internet Society, comme Afrinic, comme même le GAC, le Government Advisory Committee de l'ICANN, qui peuvent parler aux autorités de ces pays-là, les approcher et leur dire, voilà, si vous coupez Internet, ce n'est pas la solution. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire, mais encore une fois, c'est l'État qui décide si c'est lui qui a l'infrastructure. Maintenant, si l'infrastructure n'est pas gérée par l'État, ils peuvent donner des instructions et bon, les gens peuvent trouver des petits subterfuges là, comme les VPN, comme il dit, pour se connecter directement sur un autre réseau. Mais il y a toujours une connexion locale. Hein. Même si tu fais un VPN, tu ne peux pas sauter le côté local. Donc, il y a toujours une connexion locale. Et c'est pour ça que c'est plus lent. La connexion locale étant réduite, évidemment, pour joindre le point international et faire ton VPN, évidemment, je réponds un peu à la question sur le VPN. Donc, quel peut être l'apport pour pallier aux enjeux? Aujourd'hui, l'apport des leaders, je dis, c'est l'implication. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire, parce que je suis au Sénégal, parce que je suis africain, je ne suis pas concerné. On est tous concernés. L'Internet, c'est une affaire de tous, de tout le monde. Vous êtes utilisateurs. Et aujourd'hui, l'ensemble des organisations dont j'ai parlé, que ce soit ISOC, que ce soit l'ICANN, que ce soit Afrinic, sont des organisations ouvertes. Par exemple, je donne le cas de ISOC. ISOC, c'est une association qui est ouverte à tout le monde, tous les utilisateurs. Et souvent, il y a des webinaires, donc des formations sur lesquelles vous pouvez être sélectionné et subir une formation qui vous permet de mieux comprendre comment marche Internet, son histoire, etc. Et la partie sécurité. Donc, en fonction de la thématique qui vous intéresse. Sur la mise en œuvre et la définition des politiques, justement, de l'Internet global. Comment est-ce que l'ICANN le fait? L'ICANN, en général, avant de prendre une décision, discute sur la décision. Il met la discussion en ligne. Et l'ensemble des commentaires sont pris en compte. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. Et encore malheureusement là-bas, on a un problème de participation. À l'ICANN, quand vous pouvez participer, si vous travaillez déjà, que vous êtes dans une structure, vous pouvez aller sur le site et regarder. Ce sont des discussions publiques, c'est ouvert au public. C'est des appels à commentaires publics. Donc, s'il y a quelque chose, une décision qui doit être prise pour la gestion des ressources de l'Internet et qu'il y a un appel à commentaires publics, vous êtes interpellé. Donc, si vous donnez votre avis, tant mieux. Si vous ne donnez pas votre avis, le délai dépassé, les gens vont prendre les décisions. Maintenant, nous, Africains, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'on attend que la décision soit prise pour venir dire on n'a pas été consulté. Il n'y a pas de consultation. Tout est en ligne. Vous êtes connecté, vous êtes censé aller regarder là où se prennent les décisions. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui a l'information, qui a les compétences pour aller regarder les commentaires, etc. Mais encore une fois, l'ICANN tel qu'il est organisé, il y a le gouvernement qui participe, même si c'est une organisation à but non lucratif de droit californien, encore une fois. Les gouvernements ont leur commission, le secteur privé a sa commission, le at large, le grand public a sa commission, et puis les gens qui font de la normalisation ont leur commission. Donc tout le monde peut participer. Vraiment, Internet, comme je dis, c'est resté ouvert et c'est ça qui fait sa force et sa richesse. Donc on peut participer. Il ne faut pas seulement attendre qu'on vienne te dire viens participer. Il n'y aura pas ça. C'est à vous de vous impliquer, d'aller chercher l'information, trouver et participer.
Alors, la sécurité de l'Internet, est-ce qu'on peut être en sécurité sur Internet? On peut être en sécurité nulle part. Ce matin, je parlais du Tchad, où je dois aller là dans quelques jours. Et quand j'ai entendu qu'il y avait les trucs au Tchad, je me suis en train de me dire, est-ce que je vais y aller quand même, ces trucs? Et puis, ma grande sœur, Madame Ao, me disait, bah, il n'y a pas de sécurité nulle part. Hein, donc, voilà. Donc, il n'y a pas de sécurité. Et surtout en informatique, parce que la technologie évolue très vite. Même votre système d'exploitation, il faut faire des mises à jour. Les virus, on parlait tout à l'heure d'Internet, etc. Les virus, c'est quoi? Bah, c'est des problèmes de sécurité. Si vous avez un virus qui rentre dans votre machine, que vous acceptez, tout simplement, vous lisez un mail, on vous donne un fichier attaché, vous cliquez dessus, c'est un virus. Vous allez perdre toutes vos données. Ça, il n'y a pas pire. Et c'est pour ça qu'il faut mettre à jour les antivirus. Ça coûte de l'argent. Ceux qui développent les virus, ils développent les antivirus. Bah, c'est une économie. Donc, il faut que les gens participent, il faut que les gens aient conscience qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de sécurité et de sûreté à 100%. Mais il y a des outils et des comportements qu'on peut avoir pour s'assurer un minimum de sécurité. Alors, le rôle des leaders, comment faire pour participer, je l'ai dit. Rejoignez des organisations existantes comme ISOC, comme d'autres organisations de la société civile. Je reviendrai sur mon parcours parce que moi, c'est comme ça que j'ai appris. En donnant, j'ai beaucoup reçu. Donc, rejoignez ces organisations, impliquez-vous, allez sur Internet. Au lieu de regarder un film, faites un mock sur 1 heure. Et vous allez voir. Inscrivez sur des mocks en fonction de ce que vous voulez. Et il y a beaucoup à faire sur Internet. Il y a vraiment, c'est une ressource, on va dire, c'est une mine d'or. Et si on sait l'utiliser, on peut participer. Parce que ce qu'on doit éviter aujourd'hui en tant qu'Africains, c'est de continuer à être des consommateurs. Il faut que l'Afrique se réveille. Il faut que l'Afrique devienne des producteurs de contenu. Aujourd'hui, on a un sérieux problème dans le contenu. Il n'y a pas nos langues. Très peu. C'est Google qui nous met en Wolof. Google a traduit en Wolof, Swahili, même l'éthiopien, la langue éthiopienne, tout. Mamari. Vous avez tout dans Google. Je vois maintenant des jeunes qui sont dans les startups qui développent par exemple des trucs pour les agriculteurs. Ils travaillent de plus en plus en utilisant les langues locales. Nos problèmes. Parce que nos problèmes ne seront pas résolus par quelqu'un qui vient de l'extérieur. C'est à nous de résoudre nos problèmes. Et ça participera évidemment à la stabilité et la sécurité de nos pays. Qui gère Internet, je l'ai dit, c'est des ressources. Les ressources, on va dire, on les appelle les ressources critiques de l'Internet. C'est les noms de domaine et les adresses. Ça, c'est géré par l'ICANN. L'ICANN délègue maintenant à d'autres organisations au niveau régional qui elles-mêmes délèguent à d'autres organisations au niveau local. Donc, la partie technique, elle est gérée par l'ICANN. Et quand on vient dans un pays, il y a une organisation qui est en place en fonction du pays. Et en fonction de cette organisation-là, au niveau pays, c'est en général rarement l'État, mais en général, c'est le secteur privé qui gère les fournisseurs d'accès. Parce que si vous vous connectez à un fournisseur d'accès, même si ce fournisseur d'accès se connecte à un autre fournisseur d'accès, qui est plus grand, c'est les opérateurs de l'Internet. Là-bas, les fournisseurs d'accès ou l'État. Parfois, l'État est fournisseur d'accès, ou les deux. Donc ça, c'est la partie infrastructure. Les noms de domaine, pareil. Les noms de domaine, par exemple, SN est géré par le NIC Sénégal, qui est géré par l'université. Dans d'autres pays, c'est d'autres réalités. Maintenant, ensuite, vous avez tout ce qui est ce qu'ils appellent le secteur éducatif, l'enseignement. Là, encore une fois, il y a des organisations, par exemple, il y a l'École africaine de la gouvernance de l'Internet. Et donc, il y a le Forum africain de la gouvernance de l'Internet qui va se tenir au Tchad
du 10 au 12 septembre. Et là-bas, il y a une école, on a créé une école sur la gouvernance de l'Internet qui permet justement de donner des informations sur c'est quoi Internet, qui gère Internet, etc. Donc, on a ces organisations-là chargées de donner l'enseignement, etc., l'éducation, non seulement pour la partie technique surtout, mais aussi sur la partie gouvernance. On a aussi les utilisateurs, la communauté des utilisateurs. C'est Internet Society, c'est d'autres organisations de la société civile qui s'activent dans le développement de l'Internet. Et même les associations de consommateurs aujourd'hui de plus en plus sont impliquées. Au Sénégal, on a même une association des victimes de l'Internet ou quelque chose comme ça. Donc, on a beaucoup d'associations qui sont dans l'Internet. Donc, il y a une cartographie en fait des acteurs qui permet de dire, voilà, chaque acteur a son rôle et ça permet de voir un peu comment Internet est géré. Et enfin, on a maintenant des organisations qui sont chargées de gérer tout ce qui est normes et standards. C'est l'IETF, l'IAB, etc., qui eux définissent les standards. Parce que pour que tout le monde fasse la même chose, que le chinois, le japonais, le sénégalais, l'américain puissent travailler sur un même réseau, il faut qu'ils respectent ce qu'on appelle des standards, des normes. Donc, il y a des organisations qui définissent ces normes. Et encore une fois, là-bas, on a des problématiques de participation des Africains. Donc, on recrute en général, pendant les réunions de l'IETF, on fait des hubs dans les universités, parce que c'est plus un milieu de chercheurs, on va dire, que les chercheurs africains puissent être de plus en plus impliqués dans ces domaines-là et puissent participer et surtout coacher. Parce que là-bas, derrière, on a toujours un coach qui permet de participer et surtout de vérifier si ce que tu contribues est acceptable ou pas. Donc, les Africains, c'est comme ça que marche Internet. Alors, comment l'Internet est utilisé dans l'armée? Je laisse le colonel répondre. Il y a des Africains dans l'industrie du nom de domaine. Alors, le nom de domaine, comme je l'ai expliqué, il y a le top level domaine et puis il y a les autres domaines. Et puis, on a ce qu'on appelle les registrars. C'est eux qui gèrent les domaines, qui vendent et achètent les domaines. Donc, en Afrique, on a des registrars. Au Sénégal, on a l'un des premiers registrars africains, c'est Khewel.com. Si vous voulez un domaine sur le .org ou .net, ou si vous voulez, vous envoyez à Khewel, il va vous lâcher. C'est l'un des premiers registrars africains. Il y a d'autres registrars africains et c'est une vraie industrie des noms de domaine. Juste pour votre information, quand on a décidé d'ouvrir les noms de domaine et d'avoir des noms de domaine, on va dire, à plusieurs caractères, parce qu'on avait commencé à avoir des noms de domaine à 2 caractères. Après, on a eu des noms de domaine à d'autres caractères ou des noms de domaine spécifiques, genre .info, etc. Donc, je pense qu'il y a une périodicité pendant laquelle l'ICANN ouvre les noms de domaine et permet de créer de nouveaux noms de domaine sur le top level domaine. Il fallait $275 000 pour déposer un nom de domaine. Pour déposer, ce n'est pas remboursable. C'est-à-dire que vous l'ayez ou pas, ça va à l'ICANN. Donc, il y a une vraie industrie des noms de domaine. Et malheureusement, là aussi, les Africains ne sont pas tout à fait là. Mais aujourd'hui, les noms de domaine top level, souvent, ils ouvrent. Et c'est là où vous avez les points Paris, n'importe quoi. Je peux prendre un point Africa. Le point Afrique existe. Qui savait qu'il y avait un .africa? Voilà. Donc, .afrique existe. Aujourd'hui, vous voulez un domaine sur .afrique, vous pouvez l'avoir. Et c'est géré par le registre sud-africain, mais délégué sur la base d'une délégation de l'Union africaine. Parce qu'on s'est battu pendant des années pour que le .africa ne soit pas géré par une société australienne. Ça aussi, ça existe au niveau de notre domaine. Le Togo, tout à l'heure, j'étais en train de me souvenir, est-ce que le Togo est toujours géré par le Togo ou géré par quelqu'un d'autre? Parce qu'en Afrique, ce qu'on a eu comme problème au début de l'Internet, les gens n'étaient pas très au courant. Donc, d'autres personnes sont venues prendre nos domaines et l'ont géré. Et quand on a voulu les récupérer, ça, c'est une procédure qui peut durer des années. Je pense qu'il y a encore quelques pays, 3 pays africains qui n'ont toujours pas récupéré leur nom de domaine. Donc, pour dire qu'il y a des enjeux économiques qui sont énormes derrière. Alors, pour les autres questions, je pense qu'il y a un peu... Les cookies, en fait, c'est que quand vous vous connectez
quand votre navigateur pour vous dire est-ce que le site sur lequel vous allez peut récupérer vos cookies. Vos cookies, c'est quoi? Moi, j'aime pas, comme on est dans un environnement où les gens ne sont pas techniques, je préfère utiliser un langage naturel. C'est un peu comme un certain nombre d'infos. Donc, si vous allez sur un site et que vous tapez téléviseur, donc il sait que vous cherchez des téléviseurs, après il va vous envoyer des trucs. Donc, c'est en fonction de votre